« 22 juillet 69, le général Franco désigne son successeur avec l'assentiment des Cortés, le prince Don Juan Carlos de Bourbon. 27 février 1973, plus de 80 ans après le massacre, Wounded Knee est le théâtre d'un affrontement entre les autorités fédérales et les militants de l'American Indian Movement. 9 août 1974, le scandale du Watergate entraîne la démission du président américain Richard Nixon. La même année, le prix du baril de pétrole passe de 115 à 375 francs. 15 janvier 75, attentat à l'aéroport d'Orly revendiqué par un commando palestinien se réclamant de Septembre Noir. 9 mai 1978, le corps du président de la démocratie chrétienne Aldo Moro est retrouvé sans vie après 55 jours de détention par les Brigades Rouges via Caetani à Rome. Durant cette décennie, pour le maire de Lyon, Louis Pradel, l'internationalisation apparaîtra comme un enjeu identifié, mais elle passera surtout par la construction d'équipements structurants de la métropole. Au départ de cette décennie, l'infrastructure industrielle se fragilise et se renouvelle peu. Lyon ne saisit pas les opportunités liées au développement des nouveaux secteurs comme l'industrie spatiale, la communication, le nucléaire, l'informatique, contrairement à Toulouse ou Grenoble. Lyon ne possède aucune banque d'affaires. Le marché financier est très restreint. On ne lance plus d'affaires depuis Lyon. Les transactions de la bourse locale sont faibles. Lyon se vide de ses sièges sociaux. Les seules exceptions sont la Compagnie nationale du Rhône, Berliet et Rodiaceta. C'est l'effet de tendances centralisatrices qui ont vidé Lyon de ses potentiels. Il paraît alors indispensable de faire refluer les activités directoriales concentrées sur Paris. Le projet de renforcement tertiaire, lié au rôle de métropole prévu par l'OREAM pour Lyon, en est issu. De par sa position géographique, Lyon a été retenu pour accueillir le secteur tertiaire supérieur international. Et l'État décide que la Part-Dieu en sera le centre décisionnel. Les vœux du maire sont que Lyon soit une alternative crédible à Paris et aux grandes métropoles européennes. Bref, tout le monde semble d'accord sur les enjeux de cette opération, le repositionnement national et international de Lyon. Pourtant, la Part-Dieu ne va pas permettre de faire revenir à Lyon les sièges sociaux perdus. Le rôle de contre-pouvoir de Lyon par rapport à Paris ne fonctionne pas vraiment. Et c'est sous l'influence parisienne que le gouvernement décide de développer l'Île-de-France et en particulier la Défense. C'est au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon que les réflexions sur l'internationalisation des villes et les fonctions métropolitaines sont menées à partir de ces années 70. La création en 1974 de l'Association pour le développement économique de la région lyonnaise, plus connue sous son acronyme ADERLI, a initialement pour but de promouvoir les intérêts des entreprises locales face au dépérissement de l'activité industrielle du centre de l'agglomération. L'objectif de l'ADERLI est de répondre aux délocalisations par un mouvement en sens inverse. Au lieu de construire des locaux qui vont attendre un preneur, elle entend créer une dynamique d'incitation des entreprises françaises et étrangères pour venir s'installer dans la région. L'ADERLI devient l'opérateur essentiel de l'internationalisation de Lyon. Elle organise sa participation à des expositions, des salons et des congrès. Elle va créer en 1976 un réseau de correspondants à l'étranger, en Allemagne, Italie, Suisse, Belgique, Hollande et en Grande-Bretagne. Et de nouveaux groupes de travail vont se constituer à la Chambre de commerce afin de travailler sur de nouveaux salons professionnels. Ceci à une époque où la foire internationale commence à s'essouffler. Germe alors l'idée de changer les dimensions du parc d'exposition, qui passerait des 12 hectares du site quai Achille-Lignon à près de 70 hectares sur la commune de Chassieux la décennie suivante. Cette association aura petit à petit familiarisé la communauté urbaine aux politiques économiques partenariales et aura préparé des événements qui auront lieu bien plus tard, comme la labellisation des pôles de compétitivité. Il apparaît clairement que la conquête du statut de métropole européenne commence à entrer dans les têtes en ce milieu de décennie. Cette conquête passe par des grandes réalisations et infrastructures. La distance verticale entre les deux ouvrages est de 20,40 m². Plusieurs équipements indispensables au développement de l'agglomération sont sortis de terre dans ces années 70. Ils vont faire figure de référence en France et en Europe. Le tunnel de Fourvière, avec sa salle de commande et son panneau synoptique large de 10 mètres, mis en fonctionnement en 1971. La station d'épuration à Pierre-Bénite est ouverte en 1972.
une des usines les plus performantes d'Europe en matière d'incinération des boues. Puis plus tard, en 1977, celle de Saint-Fond sur la rive gauche du Rhône. Lyon ne cherche plus à se référer à Paris, mais plutôt à des modèles ou des concurrents européens comme Francfort, Birmingham ou Milan, qui sont comme elle des villes non capitales. Mais c'est avec la construction du métro que Lyon va, de manière peut-être la plus manifeste, s'affranchir sur le plan symbolique de la capitale. La Société d'économie mixte de l'agglomération lyonnaise, la CEMALI, créée pour ce projet et pour ne pas dépendre de l'expertise de la parisienne RATP, va innover dans de nombreux domaines. Après plusieurs voyages d'études aux quatre coins du monde à la recherche de solutions techniques adaptées à la situation lyonnaise, elle innove notamment dans le matériel roulant comme le système de conduite automatique et la commande électronique des moteurs. Quand le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, vient inaugurer le métro, il mesure parfaitement l'ambition lyonnaise. Francisque Colomb ne manquera pas l'occasion de déclarer dans Le Monde du 28 avril 1978 que le nouveau métro permet de donner à la communauté urbaine son visage d'un lendemain proche, celui d'une métropole européenne. Et pour le Comité international des promoteurs des transports souterrains, le métro de Lyon apparaît comme le plus beau du monde.